20h sur la télévision Futur Média. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans cette principale édition. Les titres, c'est tout de suite. Opération de désencombrement avortée à Guet Ndar. Les agents chargés du déguerpissement ont été chassés par les populations à coups de jets de pierre. Ces derniers se disent prêts à tout pour s'opposer à la démolition de leur mosquée. Au lendemain de la mutinerie à Rebeuss, les parents des prisonniers sans nouvelles de ces derniers sont dans le désarroi. Amnesty International, pour sa part, exige des explications sur la mort du détenu et demande l'ouverture d'une enquête indépendante sur cette affaire. Rebeuss, la prison quasi centenaire racontée par un ancien prisonnier. Il s'agit de Victor Diouf, le militant libéral fustige les conditions de détention inhumaines et parle de tuberculose qui fait des ravages. Au lendemain de sa sortie, les déclarations du Premier ministre passées au crible par l'opinion publique, les Sénégalais ont des avis mitigés sur sa communication. Vous les entendrez dans ce journal. Désignation de Cheikh dans la communauté mouride par la voix de son porte-parole. Cheikh Sidi Mokhtar Mbacké réitère son interdiction. Face à la presse, Serigne Bass Abdou Khadre déclare que le titre de Cheikh est une valeur à préserver. L'invité du 20h, Seydi Gassama, directeur exécutif d'Amnesty International. Il est interviewé par Mamadou Ibra Kane, une interview que vous pourrez suivre comme d'habitude tout de suite après ce journal. Voilà pour les titres de développement, c'est tout de suite. Rebonsoir à toutes et à tous. Chaude matinée à Guet Ndar où les populations se sont opposées à la démolition de 2 mosquées situées au bord du fleuve. L'opération de désencombrement a été stoppée par des milliers de manifestants en colère. Ils ont chassé les agents à coups de jets de pierre et empêché du coup la démolition de ces lieux de culte installés sans autorisation sur les berges du fleuve. Les détails avec nos correspondants sur place, Ousseynou Diop et Habib Seck. Ça a chauffé ce mercredi à Guet Ndar. Les populations se sont opposées à la démolition des 2 mosquées installées au bord du fleuve dans le quartier des pêcheurs. Elles ont accueilli à leur manière les agents municipaux avec des jets de pierre. Après la démolition des daras et abris sur le long de la berge sur le petit bras du fleuve, c'était au tour des mosquées ce mercredi, mais les Guendariens ont opposé leur veto aux agents de la mairie. Il n'y a que ces 2 mosquées dans le quartier. Si elles sont démolies, nos enfants ne vont plus apprendre le Saint-Coran. Nous sommes catégoriques, ces 2 mosquées resteront ici. C'est lui notre imam. Nous attendons son mot d'ordre. À Guet Ndar, jeunes et adultes, tous étaient dans la rue pour s'opposer à la décision prise par la mairie de démolir les 2 mosquées. Les habitants de Guet Ndar ne comptent pas bouger d'un iota pour empêcher à l'équipe municipale de passer à l'acte. Nous avons élu cette équipe à la tête de la commune, donc elle doit nous écouter et suivre le choix des populations. Ici, personne ne souhaite la démolition des mosquées. La mairie doit revoir cette décision, sinon il y aura un autre problème. Ce site doit abriter 3 grands projets estimés à des dizaines de milliards. La mairie de son côté n'a pas encore dit son dernier mot. Du côté d'une frange de la population, les mosquées ne seront jamais démolies dans ce quartier. Et l'actualité de ce mercredi 21 septembre plutôt, c'est aussi les parents des détenus dans le désarroi après les échauffourées de la matinée d'hier à la célèbre prison de Rebeuss. Ils attendent impatiemment des informations de leurs proches pour savoir si ces derniers n'ont pas été blessés. Mais jusqu'à l'heure où je vous parle, ils sont encore dans le flou. Aïssatou Paye, Tchernoler Romandi pour les détails. Époux, sœurs, mère, debout devant la prison de Rebeuss. Pour le moment, ils n'ont rien à se mettre sous la dent, aucune information sur leurs proches, juste un espoir. Pour le moment, nous n'avons aucune nouvelle
Personne ne veut nous parler, nous n'avons pas d'interlocuteur, ce qui n'est pas du tout normal. Nous voulons connaître au moins le nombre de blessés et de morts. Mais au lieu de cela, les gardes pénitentiaires nous crient dessus et nous demandent de quitter les lieux. Même les repas que nous avons amenés hier ne leur ont pas été servis. La mine de cette mère de famille en dit bien long. Il y a de cela quelques minutes, nous avons entendu des cris et je suis sûre et certaine que ce sont des détenus qui sont en train de recevoir des coups. C'est avec désespoir qu'une épouse de détenu lance un cri du cœur. Heureusement que la presse est là. Vous allez bien relayer tout ce qui se passe à Rebeuss. Nous implorons le chef de l'État. Cette situation doit être réglée le plus tôt possible. C'est horrible ce qui se passe ici. Les parents des détenus sont déterminés. Ils demandent que lumière soit faite sur la matinée d'hier, en cette journée internationale de la paix. Amnesty International, pour sa part, exige des informations sur la mort du détenu au cours de la mutinerie qui a éclaté donc hier à la prison de Rebeuss. Seydi Gassama souhaite également l'ouverture d'une enquête indépendante sur cette affaire. Le droit de l'homiste d'ajouter que cette situation était prévisible et que l'État en est le seul responsable. Fatima Ba. L'identité du prisonnier tué à Rebeuss, l'ouverture d'une enquête indépendante. Amnesty International veut que la lumière soit faite sur cette affaire. Seydi Gassama d'ajouter que l'État du Sénégal est le seul responsable de cette histoire. Nous n'avons aucune information. Nous avons essayé d'envoyer hier des médecins membres des organismes de droits humains à Principal. On les a refusé l'accès à Principal, malgré qu'ils soient des membres du corps médical. Donc nous attendons à ce que l'État fasse preuve de transparence. Qu'on dise aux Sénégalais clairement l'identité de la personne qui est décédée, qu'on dise l'identité des personnes qui sont blessées. La longue détention préventive, une des raisons de la mutinerie de ce mardi, une situation prévisible selon le droit de l'homiste. L'attitude responsable des autorités aurait été de leur dire on prend les dispositions pour organiser plusieurs sessions des chambres criminelles pour pouvoir vous juger. Et d'ailleurs, ce que nous attendions des chambres criminelles, c'est qu'elles fonctionnent de façon permanente comme les chambres correctionnelles, qu'elles puissent siéger tous les jours. Accéder aux cellules de la maison d'arrêt de Rebeuss, un véritable problème. Amnesty International tire la sonnette d'alarme. Rebeuss, c'est la seule prison où la société civile n'a pas accès. Quand je parle d'accès, c'est d'accéder aux cellules, d'entrer dans les cellules, de discuter avec les détenus. C'est la seule prison où on n'a pas cet accès. Parce que c'est une prison surpeuplée, c'est une prison où il y a une insécurité permanente du fait du surpeuplement. Et donc, le régisseur et le société pénitentiaire ne permettent pas à la société civile, à la presse, et même des hautes autorités internationales qui viennent en mission au Sénégal, n'ont pas accès à ces cellules. À ces cellules, ce qui n'est pas normal. Les guides religieux sont interpellés. Une autre urgence, la construction d'établissements pénitentiaires, selon Seydi Gassama. Seydi Gassama qui sera par ailleurs l'invité du 20h à suivre donc tout de suite après cette édition. La prison de Rebeuss à présent racontée par un ancien détenu. Il s'agit de Victor Diouf. Le militant libéral était mis en cause dans une affaire de destruction de bus Dakar Demdik. Parlant de la prison, il y évoque des conditions de détention inhumaines et parle de la tuberculose qui y fait des ravages. Reportage Mamadou Fall. Maison d'arrêt de Rebeuss, un lieu qui hante les sommeils. Victor Diouf a passé de très longues nuits dans cette prison de Rebeuss, un site qui anéantit des gens, les réduit même en silence. Ici, les conditions sont insoutenables, révèle cet ancien détenu. Les conditions aussi sont extrêmement difficiles. Moi, j'ai eu à passer à la chambre 7. Nous partageons le secteur avec le secteur 9, avec la chambre 9 et 10. Dans ce secteur, il y avait la chambre 7 et 8 qui sont des chambres individuelles et la chambre 9 et 10 qui sont des chambres extrêmement chargées. Des prisonniers entassés, des chambres étroites. 9 et 10, c'est l'enfer. Nous partageons le secteur avec la chambre 9 et 10 où il y a de 250 à 300 personnes. Moi, à ma sortie, je pense, si je ne me trompe pas, la chambre 9, ils étaient à 251. Parce que j'en parlais souvent avec le responsable, le chef de chambre, je lui demandais souvent, vous êtes combien? Et je vois aussi, même avec la période de chaleur là, c'est extrêmement difficile. Quand on sort les cours, le matin, tu les vois souvent avec la chaleur, même leur peau là. Il y a toujours des ingratitudes dans les peaux, des boutons. Je pense que ce n'était pas humain. La deuxième aussi, la plupart des gens qui venaient là-bas aussi n'arrivaient pas à dormir la nuit. La nourriture également laisse à désirer. Ensuite de cela, la tuberculose tue, comme bon lui semble. En matière de santé aussi ne sont pas adéquates. Franchement, il y a la tuberculose. La plupart des détenus n'arrivaient pas à se restaurer bien.
à se laver. Ça c'est des besoins fondamentaux, c'est des besoins qu'on ne peut pas manquer. Mais le minimum là, on n'arrivait pas à le garantir dans les prisons sénégalaises. Avec une capacité d'accueil de 1600 détenus répartis en 43 chambres, la prison de Rebeuss dépasse de loin cet effectif, rendant ainsi les conditions de détention inhumaines. La mutinerie des détenus de la MAC de Rebeuss, un prétexte saisi par la rédaction pour s'intéresser aux différentes révoltes qui ont éclaté à la prison, connues donc par l'administration pénitentiaire. Eh bien, 3 événements sont à retenir. D'abord ceux de 1971 avec une évasion de 20 détenus à la prison centrale. Ceux du 29 novembre 1996 qui ont révélé la vétusté de l'infrastructure. Enfin, celle d'hier, le 20 septembre 2016, un dénominateur commun à ces 3 mutineries, la surpopulation. Le récit est signé Fatidien. Entre les mutineries et la population carcérale sénégalaise, une longue histoire. En effet, la mutinerie de la MAC de Rebeuss n'est pas un phénomène nouveau, puisque l'administration pénitentiaire n'en est pas à sa première crise d'envergure. En 1971, on se rappelle, la prison centrale avait connu une mutinerie avec évasion de 20 détenus. Là aussi, les détenus dénonçaient la surpopulation, une surpopulation qui continue d'être une réalité. Le 29 novembre 1996, les détenus remettent ça. Une autre mutinerie à la MAC de Rebeuss met en lumière les crises de l'institution pénitentiaire. Elle révèle l'état des lieux de l'infrastructure carcérale vétuste et des conditions de vie difficiles des détenus. Les organisations de défense des droits de l'homme de l'époque condamnent. Les responsables de l'administration pénitentiaire banalisent l'événement. Selon un rapport publié par The International Center for Prison Studies, le Sénégal compte près de 40 établissements pénitentiaires avec un taux d'occupation de plus de 117%. Certains bâtiments datent de l'époque coloniale. Le plus ancien, celui de Saint-Louis, construit en 1869. Le plus important, celui de Rebeuss, date du début des années 1920. Cependant, on note une forte concentration des détenus dans les grandes villes, telles que Dakar et Thiès. La surpopulation dans les prisons a été tout le temps dénoncée par les détenus. Parlons à présent des populations du quartier Rebeuss. Elles vaquent aujourd'hui à leurs occupations après l'insurrection qui a éclaté hier à la maison d'arrêt et de correction. Toutefois, elles déplorent les dures conditions de vie des détenus et proposent des solutions telles que le désengorgement, la mise en place d'un programme éducatif ou encore la formation en réponse aux difficultés en milieu carcéral. Fatou Kinedem. Échauffourée à la maison d'arrêt de Rebeuss, aucun dommage pour les populations du quartier. C'est une cuisine interne qui se passe à l'intérieur de la prison. Ça n'a aucun impact négatif sur le quartier. Les habitants vaquent tranquillement à leurs occupations, mais certaines images marquent encore les esprits. Des gens qui venaient de la banlieue, qui ont leurs familles emprisonnées, pleuraient d'ici, pleuraient de là. Vraiment, hier, on avait pitié d'eux. Le surpeuplement carcéral, une des causes de la révolte des détenus, ces habitants en profitent pour interpeller l'État. Nous qui sommes nés à Rebeuss, on a grandi ici. À l'époque, il n'y avait même pas 150 à 200 prisonniers. Actuellement, on trouve 2000. Mais c'est anormal, c'est pas normal. Désengorger, c'est bien. Mais mettre en place un programme éducatif, c'est encore mieux. Avant l'époque coloniale, je l'ai dit, ici à Rebeuss, les prisonniers sortaient, aller balayer les rues avec tenue, numéro, balai, borette et tout. C'est un aspect éducatif. Aux États-Unis ou en France, il y a certains délits. Bon, d'accord, on te condamne, mais on ne te met pas en prison. Il y a des peines d'emprisonnement de travaux d'intérêt général. Soit tu vas aller nettoyer des douches publiques, ou bien tu vas aller nettoyer la rue de telle heure. Tu as bien, purger ta peine de 6 mois. Hein? Mais vraiment, ça aussi, c'est une solution. Mais par exemple, si tu prends un portable, on te met en prison. Entre autres solutions proposées, la formation des détenus pour faciliter leur réinsertion. Le prisonnier qui sort, si on ne le forme pas à partir de la prison, là où il est, c'est comme un gosse qui subit l'école de formation professionnelle. On le forme à partir de la prison. Le gosse sort avec un métier.
Je vous l'annonçais en titre, les déclarations du Premier ministre passées au crible par l'opinion publique. Sa sortie diversement appréciée. Birahim Seck, président du conseil d'administration de la société civile, pense que Mohamed Boun Abdallah Dionne n'a fait que répéter ce qui a déjà été dit. Quant à Zahra Iyane Thiam, elle pense que la déclaration est opportune dans la mesure où les Sénégalais qui demandaient des éclairages sur le dossier Petro-Tim ont pu être édifiés. Birahim Mathior. dootuñu nangu kenn ku fi toog yore sa làmmiñ di wax lu la neex te dara du ci dëgg. Une sortie qui fait couler encore beaucoup d'encre et de salive. La déclaration du chef du gouvernement, Mohamed Boun Abdallah Dionne, sur l'affaire Petro-Tim. Si certains l'apprécient, d'autres pensent qu'elle est tout simplement inopportune. C'est une bonne chose que le chef du gouvernement donne des informations sur des sujets qui font l'actualité. Et je pense que le peuple sénégalais avait besoin de savoir. Nous saluons cette optique de rendre public tous les contrats pétroliers afin que nul n'en ignore. La conférence de presse a été organisée uniquement pour faire connaître aux Sénégalais que maintenant nous sommes dans le temps des menaces. Je pense que c'est ça la quintessence de la du point de presse, parce que le Premier ministre n'a pas dit autre chose que le ministre de l'Énergie a déjà dit. Le Premier ministre également n'a pas dit ce que le ministre Aly Ngouille Ndiaye n'avait pas déjà dit. L'une des grandes préoccupations de Birahim Seck, le nom d'Aliou Sall, frère du chef de l'État, qui n'a pas été évoqué lors de la déclaration. De son côté, Zahra Iyane Thiam le juge inutile. C'est étonnant de parler de Petro-Tim sans pour autant parler de la personne qui représente Petro-Tim au niveau du Sénégal, à savoir la personne de M. Aliou Sall. Je pense que ça, quand même, c'est assez étonnant, d'autant plus qu'il a cité Franck Timis et que M. Aliou Sall a dit que Franck Timis, c'est son patron. Cela me fait rire qu'on puisse personnaliser des débats. Parce que le sens de la gouvernance, ce n'est pas de personnaliser les choses. Aujourd'hui, ce qui demeure constant, c'est que le chef du gouvernement dit qu'il va publier les contrats pétroliers. Ça, c'est un. Ce qui demeure constant aussi, c'est que la législation, notamment le code pétrolier, qui est là depuis 1998, régit tout ce qu'on doit avoir au niveau de ce secteur pétrolier-là. Les commentaires vont déjà à bon train. Du côté de la société civile comme du côté de l'opposition, on promet encore des répliques. Et à présent, l'avis des Sénégalais sur la question, eh bien, leurs avis sont mitigés. Si d'aucuns pensent que le chef du gouvernement a bien réussi sa communication, d'autres estiment que cette sortie ne leur a rien apporté. Fatou Bintou Conté, Mohamed Dian pour les détails. La sortie du Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne laisse indifférent ce Sénégalais. Malgré les nombreuses questions qui ont été soulevées, il n'a pas pris le temps de prêter une oreille attentive au chef du gouvernement. Je n'ai pas eu le temps d'écouter les déclarations du Premier ministre. C'est pourquoi je ne peux pas me prononcer là-dessus, sincèrement. Ce chauffeur de taxi l'a minutieusement écouté et reste très convaincu par les arguments du chef du gouvernement. Il parlait du pétrole avec Petro-Tim, il a apporté des éclaircissements. Il a dit ce qu'il devait dire sur cette question et cela me convainc. Contrairement à Assane Ndoye qui s'indigne de la réaction du chef du gouvernement défendant le frère du chef de l'État dans l'affaire Petro-Tim. Il ne faut pas être l'avocat du diable. Aliou Sall n'est pas un enfant. Ce n'est pas au Premier ministre de le défendre, d'autant plus que le principal concerné l'a déjà fait. Le Premier ministre fait dans la menace. L'avis des Sénégalais sur cette question reste mitigé. Ce pays est un état de droit. On n'a pas le droit de dire n'importe quoi et n'importe où. Le Premier ministre a bien raison. La justice est là. Pourquoi faire un discours incendiaire s'il n'y avait pas de démocratie au Sénégal? Nous sommes des Sénégalais et on n'a pas besoin de ce type de discours.
Hors de la capitale, à présent munis de brassards rouges, les populations de Tchamen, c'est dans le département de Louga, ont tenu une forte mobilisation pour demander l'érection d'un lycée dans leur commune. Et pour cause, chaque année, les élèves qui réussissent au BFM sont orientés à Koki, à quelques encablures de Tchamen. Mais sur place, des difficultés liées à l'hébergement se posent avec un effectif pléthorique dans les familles d'accueil. À cela s'ajoutent les grossesses précoces dont sont victimes parfois les filles. Et puis face à cette situation, les parents ont décidé cette année de tout simplement retenir leurs enfants à la maison tant que leur doléance n'a pas été satisfaite. Tchernofal. Ils étaient des hommes, des femmes et des jeunes à avoir participé à ce grand rassemblement pour réclamer la construction d'un lycée dans leur localité. Nous réclamons la création d'un lycée de cette manière, c'est-à-dire par cette forte mobilisation, car ayant épuisé toutes les demandes administratives requises. En effet, selon ces populations, plus de 60% des orientés en seconde au niveau de l'arrondissement de Koki viennent de leur commune. Pour preuve, en 2014, sur 62 élèves orientés en CRS à Koki, les 41 venaient de Tchamen, ici même. Et les autres 4 CM qui restent se partager ce petit reste-là. Aujourd'hui, il a été constaté qu'une fois à Koki, ces élèves vivent dans des conditions très difficiles chez leurs tuteurs. Koki et Tchamen, c'est la même famille. Mais on retrouve des fois dans une famille plus de 20 personnes, 18 personnes dans une famille, des pensionnaires, c'est pas normal. Les cas de grossesse, il faut toucher ça, les cas de grossesse. On en a dénombré au moins 7 cas de grossesse. C'est pourquoi aujourd'hui, les parents ont décidé de ne plus laisser leurs enfants aller étudier à Koki. À partir d'aujourd'hui, elles se disent prêtes à retenir les enfants. Aucun élève n'aura à faire 14 km pour aller étudier et revenir dans des conditions insupportables. Ce grand rassemblement a été initié par les jeunes de Tchamen pour informer les autorités sur la situation, mais également pour se faire entendre par le président Macky Sall, à qui il demande de leur venir en aide. Désignation de cheikh dans la communauté mouride de Cheikh Sidi Makhtar Mbacké réitère son interdiction. Son porte-parole Serigne Bassirou Abdou Khadre Mbacké l'a réaffirmé face à la presse. Le cheikh, un titre qu'il faut préserver selon le porte-parole du khalife général des Mourides, que je vous propose d'écouter au micro de notre correspondant sur place, Mohamed Diop. Je pense avoir été assez clair sur cette histoire avec les cheikhs. Je n'ai fait que transmettre les propos et vœux du khalife général des Mourides. Parce que ce phénomène a démarré sous son magistère, alors il y va de sa responsabilité d'y mettre un terme, car il tient au respect des règles et principes qui régissent notre religion à l'image du prophète, paix et salut sur lui. Pour en revenir au khalife, il ne veut plus entendre parler de ces histoires de cheikh ou de tout ce qui tourne autour. Le khalife est catégorique, il veut qu'on mette un terme à cette polémique et tout ce qui l'entretient, car le statut de cheikh, c'est tout sauf une banalité, encore moins une histoire de propagande. C'est une lourde responsabilité qu'il faut savoir bien porter. Donc, pour être clair, le khalife ne veut plus en entendre parler, la page est tournée. Et puis, hors de chez nous, l'actualité internationale nous mène tour à tour en France, aux USA, en Égypte et en République démocratique du Congo. Le récit est signé Daniel Diouf. Après la guerre des chiffres entre pouvoir et opposition, la police de Kinshasa a produit un bilan provisoire de 32 personnes tuées lundi et mardi en République démocratique du Congo dans les violences entre manifestants et forces de l'ordre. Un bilan contesté par l'opposition qui annonçait hier plus de 50 morts et plusieurs blessés. Depuis 2 jours, le pays a viré dans une violence accrue. Ce mercredi, la vie a repris son cours normal à Kinshasa. Les jeunes réclament le départ du président Joseph Kabila. La Constitution lui interdit de se représenter. Il est au pouvoir depuis 2000 ans. Au moins 42 personnes mortes et 150 secourues ce mercredi par des équipes de sauvetage après le naufrage d'un navire de migrants en Méditerranée, près des côtes égyptiennes. Parmi les victimes figurent des migrants soudanais, des Égyptiens et d'autres nationalités africaines non encore identifiées.
Plusieurs personnes blessées lors de violents heurts entre policiers et manifestants ce mercredi à Charlotte, en Caroline du Nord, c'est aux États-Unis. À l'origine de ces violences, la mort d'un homme noir abattu par un policier qui serait lui-même un noir. Brentley Vinson, le policier qui a abattu la victime, a été suspendu de ses fonctions en attendant les résultats d'une enquête administrative. Enfin, Bernadette Chirac, l'épouse de l'ancien président Jacques Chirac, hospitalisée mardi à Paris. Selon son gendre, c'est pour souffler et récupérer un peu à la suite de l'hospitalisation de son mari après une infection pulmonaire. Ce mercredi, à la mi-journée, le gendre des époux Chirac avait déjà pris la parole pour réagir vigoureusement aux nombreuses rumeurs faisant état du décès de l'ancien président de la République. Jacques Chirac, âgé de 83 ans, hospitalisé dimanche matin pour une infection pulmonaire. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous de l'information, le tout en images à 0h. L'info qui continue sur votre site www.igfm.sn. Et tout de suite, je passe le témoin à Chérif qui m'a déjà rejoint sur le plateau avec sa belle veste. Bonsoir Chérif. Merci beaucoup Sarah, merci beaucoup. Je vous rejoins avec plaisir comme tous les soirs sur TFM. Naturellement, l'invité du 20h est lié à la révolte dans les prisons et c'est Seydi Gassama qui prend la parole dans un instant avec Mamadou Brakane. Mesdames, Messieurs, rebonsoir et merci de vous informer sur TFM. La sédition dans les établissements pénitentiaires du Sénégal, Rebeuss hier, la MAC de Thiès aujourd'hui. Mamadou Brakane, bonsoir. Cette situation est plus que jamais inquiétante. Bonsoir Chérif. La mutinerie à la prison de Rebeuss d'hier au centre de l'actualité. Je sais que c'est un sujet qui t'intéresse particulièrement. Tu es l'auteur de ce film documentaire, excellent document, sur la réinsertion post-carcérale, film qui sera diffusé d'ailleurs demain jeudi sur TFM. Nous recevons un droit de l'homiste très engagé, Seydi Gassama, bonsoir.